Parce que nous ne pensons qu'à nous, nous voyons la ville comme un univers minéral dont nous serions les seuls habitants. Si nous nous placions à une autre échelle, nous la découvririons peuplée de 1000 formes de vie. Chacune des espèces qui partagent notre environnement urbain le voit à sa propre manière. Une ville comme Paris grouille de vie. Non, nous ne sommes pas seuls. Pour donner un ordre d'idée, rien que dans le département de Paris, bois compris, on compte plus de 1600 espèces animales sauvages. Donc il y a vraiment matière à s'émerveiller et à découvrir chaque année même de nouvelles espèces, pour Paris en tout cas. Et en cumulant toutes ces données, on se rend compte qu'en effet, on a des espèces encore non déterminées par nos collègues et nous sur le département de Paris. Ainsi, des milliers d'espèces grouillent sur Paris. Et il y en a une qu'il ne faut pas oublier, l'être humain. Prenons une famille parisienne au hasard. Tiens, voici les fichus. Une famille d'Homo sapiens constituée de 3 individus. Il s'agit de mammifères bipèdes très évolués. Tous 3 sont persuadés que l'immense capitale dans laquelle ils vivent et circulent quotidiennement est vide, propre, et que seuls les humains y règnent en maître. Monsieur Fichu est le patron d'un magnifique supermarché situé à Montmartre. Monsieur Fichu est très exigeant sur la propreté de sa boutique et l'inspecte régulièrement. Sa femme, Jocelyne Fichu, tient un restaurant du côté des Halles. Elle y concocte des plats du jour merveilleux que son fils, Arthur Fichu, vient déguster à sa pause de midi. Aujourd'hui, la famille Fichu va basculer dans un monde ignoré. Comme d'ordinaire, ni vu ni connu, la présence d'individus qui partagent leur univers va leur apparaître. Son sac d'école posé au pied de sa chaise, Arthur Fichu déguste sa salade en terrasse. À quelques mètres de lui, une armée s'est mise en route en direction de l'enfant. Sans qu'Arthur Fichu s'en rende compte, des légions entières suivent une piste qui se dirige vers le jeune écolier. Les fantassins de cette légion sont parvenus à s'introduire à l'intérieur du cartable. Ils sont en train de se délecter d'un vieux 4 heures oublié, une salade de fruits. Des mécanismes extraordinairement évolués vont permettre à ces petits insectes, non pas de survivre, mais bel et bien de vivre royalement au cœur du tout Paris. Les fourmis sont sur cette planète depuis plus de 100 millions d'années. Donc elles sont très évoluées, hautement évoluées. Elles ont eu le temps, 100 millions d'années, de perfectionner tous leurs mécanismes de survie, leurs mécanismes de comportement. Elle n'a plus d'ennemis, elle a moins de concurrence et elle se multiplie, elle commence à dominer l'environnement. Les fourmis, on a pas mal d'espèces, on a même la fourmi légionnaire qui a été introduite il y a quelques années. On a beaucoup d'espèces de fourmis indigènes, c'est vraiment du site. On n'a pas d'espèces créant les fameuses fourmilières, les fameux gros dômes comme la fourmi rousse. On a plusieurs espèces terricoles, c'est qu'ils font des petites cavités au niveau du sol et toute leur fourmilière est en effet cachée dans le sédiment. Et c'est tout à fait la situation à Paris où il y a une seule espèce de fourmi qui s'est très bien installée, une fourmi qui s'appelle l'Asius, qui est en train de coloniser toute l'Europe. Quittons Montmartre un instant pour nous rendre à quelques pas du quartier de Pigalle. C'est ici que se tient la boutique de Monsieur Fichu. Chaque soir, avant la fermeture, Monsieur Fichu inspecte avec attention son magasin, où tout lui semble suspect. Monsieur Fichu ne les voit pas, mais sa boutique est infestée d'hôtes indésirables. Des blattes. Les blattes ont une très mauvaise réputation. C'est vrai que le mot de cafard, de cancrelat, a vraiment une connotation très négative, et ça depuis très longtemps. L'origine même étymologique de ces mots est vraiment désastreuse pour l'image de la blatte domestique. Dans les romans d'anticipation, les blattes symbolisent la croissance industrielle, le progrès scientifique, la crainte d'être dominés par nos propres inventions et même l'horreur que nous avons de notre condition humaine.
Vous l'avez compris, pour un Parisien comme Monsieur Fichu, les blattes ne sont pas les bienvenues. Les blattes domestiques sont abondantes dans toutes les grandes villes et Paris ne fait pas exception de ce point de vue-là. Donc on a 4 ou 5 espèces que l'on trouve couramment à Paris, notamment bien sûr la blatte germanique qui est la blatte domestique la plus répandue dans le monde, qui est une petite espèce qui a des facultés de développement assez rapides, ce qui veut dire qu'on va avoir dans certains cas des espèces, par exemple la blatte germanique, qui sont capables de boucler leur cycle en 2 mois et donc de commencer à pulluler sérieusement si les conditions sont favorables et si personne ne se rend compte de leur présence. Madame Fichu a bien sûr l'habitude d'acheter ses produits dans la boutique de son mari. Elle y achète notamment du cacao qu'elle utilise pour préparer d'excellents tiramisu aux clients de son restaurant. En début de soirée, elle rejoint son travail pour aller concocter le dessert tant convoité. Madame Fichu a pour habitude de conserver le cacao dans une petite boîte de son placard préféré. Elle y rajoute des gousses de vanille pour donner du goût, mais ce soir, un nouvel ingrédient va faire son apparition. Et c'est vrai que sa présence est très mal vécue. Il n'y a rien de comparable entre la blatte domestique et puis le grillon du foyer. La blatte n'a jamais été, je crois, dans aucune culture que je connaisse, symbole de bonheur et de salubrité et de conditions de vie idéales. Les blattes qui ont élu domicile chez Madame Fichu vont vivre en moyenne 180 jours. Elles aiment se nicher dans les recoins obscurs, chauds et humides. Dès que le jour ou la lumière apparaissent, elles se cachent le long des murs, dans les cages d'ascenseurs, les grilles des réfrigérateurs, les chaufferies, les faux plafonds, canalisations, vides d'ordures, égouts. Et pendant la nuit, elles sortent dévaliser nos placards. Comme beaucoup de Parisiens, Arthur Fichu circule dans la ville en utilisant le métro. Le petit garçon ne s'aventure jamais sous terre sans emmener avec lui de la nourriture. Arthur Fichu est en pleine croissance. Il doit manger. Il croque son sandwich préféré avec de la salade. Après avoir nourri toute une colonie de fourmis, Arthur Fichu va une fois de plus, sans le savoir, entretenir quelqu'un d'autre. Il ne le sait pas. Dans un instant, malgré lui, il va contribuer à nourrir un individu inattendu qui guette les passages comestibles. Le grillon du métro, le grillon du foyer aussi, Acqueta domesticus, c'est son petit nom latin. On en trouve dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il a été transporté par l'homme jusqu'à Paris. C'est des bêtes qu'on trouve plus dans le sud de la France et qui remontent vers le nord, ou soit des espèces qui suivent l'homme. Et cet animal a été emblématique, on l'appelait grillon notamment du métro, parce qu'en effet, il habitait les différentes rames. Il y trouvait la chaleur, il y trouvait l'humidité, il y trouvait des cadavres en décomposition d'autres insectes, de crustacés comme les cloportes, voire des restes alimentaires humains. Il peut atterrir dans un carton, il peut être transporté dans un sac, dans un ensemble de débris qu'on va transporter d'un endroit à un autre et il va se retrouver à un autre endroit. Partout où il trouve un endroit avec de la nourriture et avec une température autour de 25 degrés, il s'y installe. Et le métro, il s'est installé parce qu'il n'y avait pas d'autres insectes dedans, qu'il y faisait quand même assez chaud, même en hiver il fait quand même assez chaud et il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment un artefact de notre civilisation. Arrivés à Paris au Moyen-Âge, les grillons ont quitté les refuges que leur fournissaient les boulangers, dont les fours offraient chaleur et nourriture, pour le métropolitain. Ils ont trouvé à leur convenance, dans le métro, la température de 27 degrés entre les rails, de 4 à 5 heures du matin, et de 34 degrés, de 18 à 23 heures. Calfeutrés entre les quais, dans les multiples cachettes que leur procure le ballast, ils y trouvent une nourriture organique qui fera un excellent repas. Il va manger des fruits, il va manger des cadavres s'il en trouve, il va manger de l'herbe, il va manger des champignons, un peu tout ce qu'il trouve. C'est vraiment le type d'insecte qui est omnivore
C'est-à-dire, dès qu'il trouve quelque chose qui peut être mangé, il le mange. Il n'y a aucune spécialisation alimentaire. Dans le métro, il peut trouver n'importe quel type de nourriture, que ce soit des débris de notre nourriture à nous ou des petits cadavres qui peuvent contribuer à faire disparaître. La feuille de salade du sandwich d'Arthur Fichu va servir à nourrir une famille de grillons. La taille des adultes est d'environ 2,5 cm, alors que la larve du premier stade mesure environ 2 mm. Le grillon des villes est plus frêle que le grillon champêtre. Les grillons appartiennent à l'ordre des orthoptères, qui regroupe plus de 16 000 espèces réparties en 2 sous-ordres, les enzifères et les caélifères. Le grillon domestique est une espèce introduite en Europe. Ce matin, Madame Fichu essaie de se remettre de sa terrible rencontre avec les blattes. Et, pour se détendre, elle s'adonne à sa passion, les plantes vertes. Mais une fois de plus, une mauvaise surprise l'attend. Le cloporte, avec plus de 3000 espèces connues dont plus de 160 en France, est un très ancien habitant de notre planète. Il est là depuis 50 millions d'années. Chez nous, la plus répandue de ces espèces est le cloporte commun, qui vit entre 2 et 3 ans en effectuant des mues mensuelles. Lucifuge et habituellement nocturne, il n'aime pas la lumière. Ces espèces font maintenant partie de notre faune et sont devenues, avec l'activité humaine, rapidement cosmopolites. On les compare souvent aux blattes ou aux cafards, donc ça n'a rien à voir. Les blattes et cafards sont des insectes. Les cloportes sont en fait des crustacés terrestres. Les cloportes, on a 3 espèces, peut-être 4 à Paris. Ce sont des crustacés, donc des petites crevettes de terre. En effet, elles ont 4 antennes et pas 2 comme les insectes. Elles ont 14 pattes et non pas 6 comme les insectes. Ils ont un système de respiration qui est complètement différent de celui des insectes. Donc ils ont ce qu'on appelle des pseudo-trachées. Et ils ont besoin, en particulier pour que ça fonctionne bien, d'humidité. Et c'est bien pour ça qu'on les trouve dans des lieux humides, comme les jardins fraîchement labourés ou les caves, puisque en fait, ils ont besoin vraiment de cette humidité pour pouvoir respirer. Et si vous maintenez un cloporte dans une cuisine, sur du carrelage, eh bien, très rapidement il meurt. Et il meurt en fait d'asphyxie, parce qu'il ne peut plus respirer, parce que le milieu est trop sec. Les espèces qu'on trouve par exemple à Paris sont des espèces qui font couramment 150 à 200 petits pour une mère et qui vont donc naître sur un nouveau lieu, ce qui explique l'invasion. Les cloportes sont des animaux qui vivent en surface. Pendant la journée, ils fuient la lumière en se cachant dans de petites galeries qu'ils creusent. À l'intérieur de ces galeries se développent des bactéries que transportent les cloportes. Cet étonnant mode de transport se fait soit par le biais de leur tube digestif, soit à la surface de leur cuticule, autrement dit leur carapace. Comme tous les crustacés, les cloportes rejettent de l'ammoniac. Ils évacuent ce produit par les glandes maxillaires. L'ammoniac liquide ruisselle ensuite sous le thorax et le gaz se volatilise. Ils transportent aussi d'autres insectes, des colamboles, des acariens et tous ces organismes qui les accompagnent, associés à leur déjection, participent au fonctionnement du sol. C'est pour toutes ces raisons que le bac à fleurs de Madame Fichu se porte si bien. Grâce à ces petits crustacés terrestres, le sol respire, Madame Fichu ne peut que le constater. Quelques mètres plus haut se tient une gardienne au ventre affamé, l'araignée des bois. Elle a un œil à la fois sur les cloportes, mais aussi sur Arthur Fichu, qui attend en bas de l'immeuble de ses parents, patiemment, le retour de son père. Ils ont prévu ensemble de se rendre à l'opéra. Et pour patienter, le petit Arthur mange délicatement ses céréales préférées, de délicieux pétales riches en fibres et en protéines. Arthur Fichu est en train de partager son goûter avec des rats de la famille des Muridae qu'on trouve à Paris. Chez les jeunes rats, le sevrage social est essentiel. Si le rat a été séparé trop tôt de sa mère, il risque d'avoir mal appris les codes d'apprentissage essentiels à sa survie au sein du groupe. C'est autour de 1850, grâce à Napoléon III et au baron Haussmann, que l'assainissement de l'eau s'organise. Les entrailles de Paris sont composées de 2500 km de galeries, soit la distance Paris-Istanbul. Un rat adulte qui ne sait pas comment se comporter face à ses congénères risque de créer d'énormes tensions et ne pourra pas s'intégrer dans un groupe. Or, les relations sociales sont vitales pour un rat. Un rat n'existe qu'avec les autres. Le sous-sol parisien
est un véritable gruyère avec son réseau d'égouts, dont le tracé reproduit à l'identique la topographie de surface de la ville. Alors combien y a-t-il de rats d'égout? Nous avons actuellement à peu près 2 millions d'habitants à Paris et 4 millions de rats d'égout, soit 2 rats pour un Parisien. Parmi tous les rongeurs recensés dans le monde, le rat et la souris sont les plus proches de l'homme. Le rat qu'on connaît dans nos villes, qu'on voit surtout sur les bords de Seine ou dans les parcs zoologiques, dans nos caves ou dans nos égouts, c'est en fait un rat qu'on appelle le rat sur mulot ou rat gris. Et à l'origine, c'est un rat qui vivait en Chine, comme beaucoup de rongeurs d'ailleurs. Ils ont toujours été aussi très à l'aise sur les bateaux, les navires, et donc ça explique aussi leur dissémination dans le monde entier. À l'heure actuelle, les rats sont partout. Partout où il y a des humains, il y a des rats. Ce rat gris, rat sur mulot, ou rat de Norvège, c'est son nom scientifique, Rattus norvegicus, est un rat qui est très destructeur au niveau de beaucoup de choses. Il va pouvoir consommer nos denrées, que ce soit dans les stocks de nourriture, dans les supermarchés, on le trouve par exemple. Autre gros dégât qu'il va faire, c'est tout ce qui est conduit, et en particulier à tous les fils électriques qu'il est capable de dénuder sans se faire électrocuter. Ces jeunes rats ont décidé de suivre leurs aînés vers une conquête de taille. Tous remontent les égouts parisiens en direction de Montmartre, à l'endroit même où se trouve le supermarché de Monsieur Fichu. Celui-ci a été sommé par sa femme de faire disparaître toutes les blattes de son magasin. Monsieur Fichu est désemparé car il ne voit aucune blatte. Il aura beau faire des recherches sur Internet afin de trouver le poison idéal pour les faire disparaître, Monsieur Fichu ne le sait pas, mais il perd son temps. Toutes les blattes ont disparu car le prédateur destructeur par excellence a pris leur place. Les rats sont à bord. Ils pullulent dans l'entresol du supermarché. Ils rongent absolument tout, et rien ne résiste à leurs dents aiguisées, des dents qui poussent sans arrêt, capables de transpercer l'aluminium. Ce soir, nos 2 jeunes petits s'attaquent au réseau électrique de Monsieur Fichu. L'épicerie va dans un instant être plongée dans le noir. Leur intelligence, souvent sous-estimée, et leur remarquable capacité d'adaptation donnent aux rats la possibilité d'établir une société animale parallèle, dépendante de celle des hommes, et ce, bien malgré ces derniers. Les rats sont capables de manipulation. Mains et pattes sont avec 5 doigts. Et ils se servent beaucoup de leurs mains pour attraper des choses, manipuler, porter à la bouche, sentir. Très souvent, vous voyez des rats qui vont prendre un objet et qui vont le tourner avec la bouche ouverte. On a l'impression qu'ils mangent. En fait, non. Ils sont en train de sentir très souvent quelque chose qui porte une odeur sociale. Ils sont en train de servir de leur voie rétronasale pour toucher une partie spéciale du système olfactif, et ils vont pouvoir sentir ces odeurs sociales et les décrypter. Mais très souvent aussi, ils peuvent manger et manipuler les aliments. Entre autres, on peut voir des fois certaines rattes qui viennent de mètres bas, qui vont essayer d'attraper des insectes, et entre autres des mouches au vol. On voyait ça assez couramment dans les anciennes animaleries, il y avait des mouches qui se développaient, et les rats qui venaient de mettre bas, les rats parturientes, assis sur leur derrière, guettaient les mouches et attrapaient les mouches au vol, avec beaucoup d'efficacité. Ce qui se passe souvent, et on le voit avec les espèces introduites, qui sont souvent celles qu'on retrouve dans les villes, on a une perte de la diversité au moment où ces espèces arrivent. C'est-à-dire que toutes les colonies qui vont être présentes dans un même environnement ne vont plus être agressives, vont se tolérer. Et à ce moment-là, ça crée une super société constituée de millions, voire de milliards d'individus. Et ces super sociétés qui se tolèrent entre elles vont représenter une menace pour les autres espèces. Une étonnante tolérance se met en place, comme si la ville devenait également un lieu cosmopolite pour ces milliers d'espèces. Une ville est riche par sa diversité. Les insectes, les rongeurs et autres volatiles, tous partagent ces territoires. Un peu à l'image de l'Homo sapiens, elles vont là où l'homme les emmène et se dirigent au gré du hasard. Elles s'adaptent et évoluent dans l'environnement urbain. La ville propose ses curiosités quotidiennes,
elles y invitent à table bon nombre d'opportunistes à partager un large choix de menus. L'avantage de vivre dans les habitations humaines, c'est qu'il y a beaucoup moins d'obstacles que dans le milieu naturel. Il n'y a pas d'autres fourmis. Souvent, dans votre cuisine, il n'y a qu'une espèce de fourmi qui est installée. Il n'y en a pas 5 ou 6. Si vous allez dans une forêt, vous avez sans doute 30, 40 espèces qui vivent ensemble. Une colonie voisine d'une autre, elles vont se battre. Et ce n'est pas le cas dans les habitations, parce qu'il y a très peu d'espèces qui parviennent à s'installer dans les villes. Donc en fait, elles n'ont pas d'obstacles. C'est pour ça qu'elles se débrouillent si bien. Certaines espèces de fourmis ont pour milieu naturel du bois mort, des cavités, des fourmilières visibles sous forme de tas ou de dômes de 20 cm de diamètre. Elles se cachent en revanche dans la ville et se font invisibles en se protégeant du chaos sonore et visuel extérieur, à l'abri dans leur monde secret. Nous les humains, nous ne savons pas exactement où est le nid souvent. La seule chose qu'on voit, ce sont les fourrageuses qui sortent du nid pour récolter la nourriture. Et donc ça, c'est notre seul contact avec la fourmilière. Mais en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg. 90% de la colonie est cachée dans la fourmilière. Seules les vieilles ouvrières sortent du nid pour chercher de la nourriture. Les jeunes ouvrières, les larves et la reine restent à l'intérieur de l'abri. On ne les voit jamais, elles ne sortent pas. La fourmilière est constituée, en général, d'une multitude de galeries et de chambres souterraines dont la répartition varie selon les colonies. La fourmilière compte de nombreux étages ayant chacun une fonction spécifique. On rencontre donc plusieurs types d'espaces, tels que le dépotoir, le magasin, le grenier, la salle commune, la pouponnière à œufs, larves et nymphes qui sont situés dans la partie la plus obscure de la fourmilière. Ces insectes sociaux forment des colonies de quelques dizaines à plusieurs millions d'individus. Les blattes, contrairement aux fourmis, sont des animaux grégaires qui se déplacent en groupe mais sont plutôt solitaires. Elles n'ont pas le caractère social des fourmis. Elles avancent dans notre environnement, bravant tous les dangers. Les fils électriques qui traversent le sol de la cuisine du restaurant de Madame Fichu peuvent devenir un obstacle fatal à la blatte, sauf, bien sûr, si l'animal réussit à donner une formidable impulsion. Ce sont des insectes finalement qui ont trouvé leur optimum dans l'habitation et dans le comportement humain. Et ce sont les humains qui les prennent avec eux dans des cartons quand ils font des déménagements, dans des cartons de nourriture quand ils ramènent de la nourriture avec des emballages depuis un supermarché ou depuis une épicerie. Ce n'est pas la blatte la plupart du temps qui est capable de venir d'un bâtiment à un autre. C'est pour ça que les maisons individuelles sont la plupart du temps dépourvues de blattes, parce qu'elles ne peuvent être amenées que par l'occupant et la distance entre deux maisons individuelles est beaucoup trop grande pour que la blatte puisse la parcourir par elle-même. Maintenant, nous savons que ces différentes espèces sont transportées par nos soins et à notre insu dans un colis, un carton de course qui peut servir de vecteur à une invasion. Paris grouille dans tous les sens et à tous les niveaux. Le plus étonnant, c'est que ces espèces intéressent de très près la communauté scientifique. Ces insectes peuvent servir à faire avancer la science. Le terme de biodiversité apparaît pour la première fois en 1988 dans une publication, lorsque l'entomologiste américain Edward Osborne Wilson en fait le titre de son compte-rendu lors du congrès sur la diversité biologique. La biodiversité concerne tout le vivant et la dynamique des interactions au sein du vivant, qu'il soit naturel, biodiversité sauvage, ou géré par l'homme, biodiversité domestique. Nous nous sommes engagés par des accords mondiaux sur la biodiversité passés sous l'égide de l'ONU à laisser aux générations futures une biodiversité harmonieuse. Au Muséum d'histoire naturelle de Paris, les chercheurs répertorient les différentes espèces d'insectes. Ces espèces remplacent dans certains cas les singes, les rats et les souris que l'on n'a plus le droit d'utiliser pour certaines expériences. Les insectes servent à faire avancer la science médicale dans l'étude de la neurobiologie car leur système nerveux s'apparente au nôtre.
Et les recherches qui étaient conduites sur des vertébrés au laboratoire, dans un certain nombre de cas, posent des problèmes déontologiques, des problèmes de souffrance apportés aux animaux. Et très souvent, en fait, les laboratoires se sont tournés, notamment vers la blatte, pour remplacer le fameux rat blanc de laboratoire. Alors bien sûr, c'est pas possible dans tous les cas, mais il y a un certain nombre de recherches qui portent au niveau cellulaire, qui peuvent être conduites sur des cellules ou sur des neurones, par exemple, de blattes, et qui vont apporter des éléments de réponse. Les blattes étaient également utilisées dans la Grèce et la Chine antique comme médicaments. Elles servent aujourd'hui à faire avancer la science médicale. Dans les cerveaux et les tissus nerveux de blattes ont été identifiées des molécules toxiques qui pourraient constituer une alternative au traitement antibiotique contre des bactéries résistantes. Les rats aussi ont trouvé leur utilité. Entre autres, à un moment donné, on a demandé à des rats de détecter l'état de gestation d'une femme. Et les rats se sont trouvés extrêmement performants. C'était des tests de grossesse un peu poilus avec 4 pattes, mais sinon des tests de grossesse efficaces. À l'heure actuelle, on utilise les rats pour détecter la drogue, pour détecter les mines et détecter encore d'autres choses que, d'un point de vue de sécurité, on aimerait bien pouvoir détecter. Les insectes ont également des vertus nutritives étonnantes. Il y a 2 ans, des chercheurs chinois ont montré que la consommation d'insectes sous la forme de confitures ultra-protéinées pouvait largement contribuer à nourrir tout un équipage de cosmonautes en mission dans l'espace. Les insectes proposent ainsi un apport permettant de nourrir l'homme, une source intarissable qui ouvre des perspectives d'avenir pour notre planète. Ainsi, les insectes grouillants peuvent faire évoluer la science et servir à l'homme, mais parfois, ils peuvent aussi contribuer à propager des bactéries dangereuses. Les blattes réfugiées dans le restaurant de Madame Fichu sont un vecteur potentiel de maladie, car leur terrain d'investigation s'étend à toutes les artères ensevelies de la ville, avec comme voie rapide principale les canalisations. Il n'est pas très souhaitable d'avoir un petit insecte qui se balade de parties sanitaires pas très propres à la table de la cuisine avec sa charge microbienne comme tout animal. Elle a bien sûr à la surface de son corps des micro-organismes qu'elle va transporter pour ceux d'entre eux qui sont capables de survivre de cette manière. Et puis il y a également un problème un peu plus gênant qui est apparu, ou en tout cas qui a été détecté depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, qui est de l'ordre de l'allergie. Il y a entre 2 à 10% des asthmes et des rhumes des foins qui peuvent être liés en milieu européen à la présence de blattes domestiques dans les appartements. Paris, 19h, place de la Concorde. Arthur Fichu rentre de son cours de flûte tout en dégustant de délicieuses madeleines qu'il puise au fond d'un sac troué. Le petit garçon parsème tout le long de la Grand Place des miettes des précieux gâteaux. Bien évidemment, l'odeur des pâtisseries a très vite fait d'attirer ses amis les rats. La proximité avec ces animaux n'est jamais souhaitée par les humains. Il est certain qu'on a toujours des risques. Le rat est une espèce invasive par essence même. Ils sont potentiellement des vecteurs de la peste, ça c'est très clair. Ils ont la bonne puce qui peut choper la peste. Les rongeurs de manière générale peuvent véhiculer quand même un grand nombre de maladies, et certaines absolument efficaces pour annihiler les populations humaines, et donc ils représentent toujours un danger. Jugé responsable de dramatiques épidémies, le rat est un véritable réservoir de germes infectieux dont il faut mesurer l'importance de nos jours. C'est la puce parasite du rat qui est porteuse de différentes variétés de peste. Les déjections des rongeurs propagent le typhus ou la leptospirose, dite maladie des égoutiers. Leur morsure, très redoutable, peut provoquer une septicémie ou la rage. Toutes les maladies véhiculées par les rongeurs se distinguent par leur mode de transmission. Condamné à user ses incisives qui ne cessent jamais de pousser, le rat s'attaque à toutes sortes de matériaux. Papier, poutres de bois, cuir, tuyauterie de plomb, isolant de câbles électriques. Les cloportes, pour leur part, sont atteints d'une étrange maladie. Une bactérie étonnante transforme leur organisme. Une énigme constatée il y a 50 ans
nous révélait que les cloportes procréent une très forte majorité de femelles et que ce phénomène se transmet de génération en génération. Cette métamorphose intrigue les chercheurs des laboratoires du monde entier. La découverte d'un mécanisme plutôt original qui ouvre de nouvelles voies en matière de génétique. C'est une bactérie qui est assez ancienne, ça remonte au moins à 200 millions d'années, le contact de cette bactérie avec les cloportes. C'est une bactérie qu'on retrouve chez plein d'arthropodes. Et chez les cloportes, cette bactérie a une particularité, c'est qu'elle féminise les mâles, c'est-à-dire qu'elle transforme les mâles en femelles, mais en vraies femelles fonctionnelles, qui font des petits, qui se comportent comme des femelles, qu'elles sont fertiles, etc. Une mère, par exemple, qui héberge cette bactérie, va la transmettre à ses descendants. Et du coup, au lieu de faire 50% de fils, 50% de filles, elle va faire 80-95% de filles. Et du coup, on peut imaginer que le fait de faire plus de filles, qui elles-mêmes sont reproductrices, ça peut faire qu'une population démarre à partir de simplement que quelques femelles. Les fourmis sont socialement organisées en castes. Ouvrières, soldats, nourrices, individus sexués, reines et mâles. Chacune d'entre elles présente une morphologie particulière et remplit des fonctions bien précises. Les ouvrières prennent soin de la reine qui peut vivre beaucoup plus longtemps, plusieurs années. La plus vieille reine étudiée en laboratoire a vécu 24 ans. Nous les humains, nous ne savons pas exactement où est le nid souvent. La seule chose qu'on voit, ce sont les fourrageuses qui sortent du nid pour récolter la nourriture. Et donc ça, c'est notre seul contact avec la fourmilière. Mais en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg. 90% de la colonie est cachée dans la fourmilière. Parce que chez les fourmis, ce ne sont que les vieilles ouvrières qui sortent du nid pour chercher la nourriture. Donc les jeunes ouvrières, les larves, la reine, restent à l'intérieur de la fourmilière, à l'abri. On ne les voit jamais, elles ne sortent pas. Chez les fourmis, il n'y a pas d'apprentissage. Leur savoir est inné. Elles en disposent dès leur plus jeune âge. Les ouvrières se chargent de la défense, l'entretien de la colonie. Elles assurent son fonctionnement. Ce qu'on observe dans ces sociétés d'insectes, c'est une coopération incroyable entre les individus qui constituent les colonies. On va avoir une division du travail. On a une reine qui monopolise la reproduction, qui est la seule qui va pondre dans les colonies, et les autres insectes qu'on appelle des ouvrières, qui vont accomplir les tâches domestiques, entre guillemets. C'est elles qui vont s'occuper des jeunes, des larves, du couvain. C'est elles qui vont nettoyer la colonie. Et c'est elles qui vont aller chercher la nourriture à l'extérieur de la colonie, alors que la reine, elle, reste protégée à l'intérieur. Vivant dans une société matriarcale, les fourmis sont d'une grande sociabilité. Elles ont une grande faculté d'adaptation. La perception de l'écoulement du temps est très différente chez les humains et chez les fourmis. Pour les humains, le temps est absolu. La durée des secondes sera toujours la même, quoi qu'il arrive. Chez les fourmis, le temps est relatif. Quand il fait chaud, les secondes sont très courtes. Quand il fait froid, elles s'allongent à l'infini, jusqu'à la perte de conscience liée à l'hibernation. Ce temps, qui est donc élastique, donne aux fourmis une perception de la vitesse des choses très différente de la nôtre. Les fourmis sont des insectes comme les autres, donc au niveau individuel. Sauf que quand elles fonctionnent ensemble, là elles peuvent atteindre un autre niveau d'efficacité. Et pour travailler ensemble, il faut communiquer. Et donc chez les fourmis emploient un langage chimique. Au lieu d'employer des paroles, comme nous, on appelle ça des phéromones. Et donc elles ont dans leur corps des glandes qui produisent des molécules qui sont relâchées à l'extérieur et qui sont perçues par les autres ouvrières de la même espèce, et ces molécules ont un sens. Leurs antennes sont couvertes de récepteurs qui reconnaissent ces molécules. La communication chez les fourmis peut être de différentes natures, chimiques, sonores, tactiles, visuelles. C'est par les antennes que les odeurs sont distinguées. Les molécules sont donc à la base d'un dialogue très simplifié entre les différents individus.
Mais peut-on réellement parler de langage ? Ils ont un cerveau, voilà, donc on pense souvent que les cerveaux sont réservés aux mammifères, mais non, pas du tout. Ils ont donc tous les organes qui leur sont nécessaires, les organes de communication, donc ils ont des yeux à facettes, ce qui leur permet en fait d'avoir une vision assez bonne. Ils ont également des ocelles qui leur permettent d'avoir une idée de l'intensité lumineuse. Ce sont des molécules qui sont libérées dans l'atmosphère et qui permettent d'attirer son congénère. Alors évidemment, attirer le congénère, par exemple, pendant la période de reproduction, mais pas uniquement, c'est aussi attirer le congénère et à dialoguer par un dialogue moléculaire pour des relations qui sont quasi des relations sociales. Ils communiquent également par le toucher. Donc les cloportes sont munis d'antennes qui permettent à la fois de capter les molécules dans l'air, donc les fameuses phéromones, et puis également de capter les vibrations. Ça leur permet aussi de communiquer par le toucher. Et c'est pour cette raison qu'ils sont très souvent agrégés et collés les uns aux autres. Les insectes sont donc dotés d'une sorte de petit cerveau aux capacités extrêmement simples, s'apparentant presque dans certains cas aux robots. Contrairement aux apparences, Monsieur Fichu, lui, n'a rien d'un robot. Son cerveau est nettement plus évolué que celui d'une blatte, d'un cafard ou d'un cloporte. Monsieur Fichu est doté d'un système nerveux d'une telle complexité qu'il n'utilise que 20% de ses capacités. Si par exemple Monsieur Fichu développait son odorat, il pourrait accomplir des prouesses extraordinaires à l'image du rat. On dit souvent que les rats pensent avec leur nez, c'est-à-dire qu'effectivement, la plus grande partie de leur information vient de la sphère olfactive, vient des informations odorantes, et ils sont capables de trouver dans une odeur donnée beaucoup d'informations que notre nez est incapable de trouver. Et ils sont capables de détecter des effets sur des congénères d'aliments, ils sont capables de reconnaître la maturité sexuelle d'un individu, ils sont capables de reconnaître l'individu par lui-même. Chaque odeur individuelle est une carte d'identité, et les rats sont tout à fait aptes à le faire. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'on a pu montrer, dans un laboratoire parisien d'ailleurs, que les rats pouvaient bénéficier de cet apprentissage, même quand ils vivaient encore à l'intérieur de leur mère. C'est-à-dire que les jeunes rats, si ils vont être au contact via le placenta et le liquide amniotique avec des éléments odorants d'un aliment, en l'occurrence c'était de l'ail, et qu'on a couplé cette distribution d'odeur d'ail à la mère avec quelque chose qui les rendait malades, les jeunes ratons, par la suite, vont développer une appréhension à aller goûter des aliments qui auraient l'odeur d'ail. Les rats sont capables d'apprendre, d'échanger et surtout de mémoriser leurs expériences. Les grillons ont, eux, un langage simplifié qui leur permet un dialogue sonore composé de stridulations grâce auxquelles ils communiquent. Le mâle chante et il a plusieurs types de chants. Un chant qu'il émet pour attirer les femelles à très grande distance. Un chant plus doux qui va attirer la femelle à courte distance et initier l'accouplement, c'est le chant de cour. Et un chant plus fort et plus déstructuré que les mâles émettent entre eux quand ils sont en présence. Donc un chant de rivalité entre mâles. Les mâles chantent avec leurs élytres, c'est-à-dire la première paire d'ailes. Ils remontent, ils élèvent comme ça la première paire d'ailes sur le dos et ils frottent simplement les ailes l'une contre l'autre. Et la femelle, elle a deux tympans qui se trouvent sur la première paire de pattes, au niveau de ce qui correspond à notre bras. Et c'est des petites membranes qui sont juste au-dessus d'un espèce de canal rempli d'air, ce qu'on appelle une trachée, ce qui permet normalement aux insectes de respirer. Là, les trachées qui sont un peu augmentées, un peu élargies, vont permettre d'amplifier le son. C'est la différence de la sensibilité entre les tympans droit et gauche qui va lui permettre de s'orienter. La femelle va alors suivre un chemin musical produit par le mâle. Chez les enzifères, comme le grillon, le son joue un rôle prépondérant dans le rapprochement des sexes. On sait que les femelles sont irrésistiblement attirées par le chant du mâle lorsque commence ce merveilleux appel au moment de complicité, la reproduction. Selon les espèces, une même femelle peut se reproduire 2 à 3 fois. Entre les adultes et les petits, il n'y a pas de relation. C'est-à-dire que dès que la femelle pond ses œufs, elle les abandonne, les petits naissent et ils se débrouillent tout seuls. La vie va commencer pour le jeune grillon dans un milieu hostile, fatal dans la plupart des cas. Le métro parisien offre peu de chances de survie aux nouveau-nés, un monde sans doute trop grand pour ces êtres trop fragiles. Si ça, c'est la taille adulte, le petit, il est comme ça. Il est extrêmement petit. La seule chose qui est grande chez le petit grillon, c'est ses antennes.
qui sont très longues par rapport à son corps, mais l'insecte en lui-même est extrêmement fragile. Donc dès qu'il y a le moindre problème de sécheresse, par exemple, il se dessèche très vite. Au contraire, si c'est trop humide, il va se noyer dans une goutte d'eau. La mortalité chez les petits cloportes est beaucoup moins importante que chez les grillons. Le cycle de reproduction n'est pas très rapide, seulement 1 ou 2 générations par an. La reproduction est interne et les œufs sont incubés dans une poche à couvert remplie d'un liquide qui leur évite de souffrir de la sécheresse de l'air. Le jeune cloporte, pendant les premières semaines qui suivent l'éclosion, reste dans le marsupium comme chez les kangourous. Les femelles hébergent les œufs dans une poche marsupiale, une poche ventrale, dans laquelle vont se faire le développement. Et de cette poche marsupiale sortent des petits cloportes tout formés. Le développement de l'œuf au juvénile, au petit cloporte, se fait dans le ventre de la mère, dans cette poche, et donc il y a une protection des petits. Et puis ensuite, chacun vit sa vie. Les rats d'égout vivent en bande. Cette véritable tribu peut compter de 10 à quelques centaines d'individus. Leur cycle de reproduction est théoriquement lié aux saisons, mais dans nos villes, ces cycles disparaissent. La reproduction devient permanente et fulgurante. Ces rats sont capables de se reproduire et on considère qu'ils font à peu près 7 à 8 petits par portée et qu'une femelle a une portée à peu près tous les 21 à 24 jours suivant la disponibilité de nourriture. Il arrive parfois que les femelles rats vont se retrouver en déficit énergétique. Alors, la première chose qu'elles vont faire, c'est faire quelque chose qu'on faisait chez les humains auparavant, c'est qu'elles vont manger le placenta. Et puis, dans certains cas, les jeunes vont être mangés parce qu'ils ont un problème à la naissance et généralement, ils vont décéder. Et à ce moment-là, encore une fois, on a un apport protéique qui est non négligeable et donc les jeunes ratons vont être mangés par la mère le plus souvent. La prédation est très courante dans la nature. Tous les prédateurs jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique. La prédation met en jeu des comportements complexes et très différents suivant les espèces. Elle pose des questions importantes aussi bien à l'éthologie qu'à la science de l'évolution. On peut se poser la question de savoir s'il y a une stratégie. Est-ce le hasard qui décide de la chasse ? L'éthologie nous a appris que non. La sélection est naturelle et elle est déterminée par l'efficacité de chaque prédateur. Il y a beaucoup d'espèces diurnes qui sont en plein jour, mais comme toutes les espèces qui vivent en plein jour, elles vont avoir un comportement qui les fait être repérables moins facilement. Ce qu'on appelle les espèces cryptiques. Pourquoi ? Parce qu'en plein jour, il y a des prédateurs qui fonctionnent avec les yeux, avec la vue. Principalement les oiseaux pour les insectes. Donc l'insecte diurne, soit il est très très mauvais à manger, il est très toxique, comme la coccinelle, donc on le voit bien, il a des belles couleurs, soit il est très bon à manger, et puis il est couleur de lichen, il est couleur de pierre, et il se cache. Les insectes se cachent afin de ne pas être vus. Mais eux, que voient-ils ? Quelle image du monde qui les entoure perçoivent-ils ? L'Homo sapiens a tendance à croire que toutes les espèces dotées d'une paire d'yeux se représentent le monde comme lui. De récentes études ont permis de faire apparaître une toute autre réalité. Un insecte va être capable de voir des contrastes de couleurs, des contrastes de formes, des mouvements. Et donc ces yeux composés ne lui donnent pas une représentation telle que nous la connaissons. En fait, les différentes parties de l'œil composé, les différentes petites facettes, les différents petits yeux de l'œil composé, les omatidies, en fait, vont percevoir chacun un petit stimulus de couleurs et de lumière différents. Et l'ensemble de cette mosaïque va donner à l'insecte une perception de grandes formes, de grands schémas de formes et de contrastes. Et ceci, allié à une perception des courants d'air, à une perception des odeurs qui est extraordinairement fine, va lui permettre de composer un tableau, mais un tableau qui serait totalement incompréhensible à l'esprit humain. Le fait d'avoir ces capacités, du moins cette gamme de lumière qui est différente de la nôtre, ce qui font qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas. Comme si on compare avec l'abeille, voyant dans l'ultraviolet, eh bien, ils voient des couleurs que nous ne voit pas et qui leur doivent être utiles pour se nourrir, par exemple, ou se déplacer, ou des choses comme ça. Par exemple, en automne, toutes les feuilles sont marron. Eh bien, il est très fort probable qu'ils voient différentes couleurs de feuilles qui correspondent à leur nourriture, et ce qui fait qu'ils peuvent choisir sur une litière qui apparaît uniformément marron, ils peuvent peut-être choisir certaines feuilles parce qu'elles ont des qualités alimentaires meilleures ou des choses comme ça. Les rats, eux, n'utilisent que très peu leurs yeux. Ils voient des formes contrastées. Quant à Madame Fichu,
Elle voit ce qu'elle veut bien voir, en d'autres mots, elle ne voit pas pourquoi elle continuerait à devoir supporter les blattes, les fourmis et les rats. Madame Fichu a décidé d'acheter des produits d'éradication. Vouloir intervenir spécifiquement contre une espèce, c'est généralement jouer des apprentis sorciers et avoir des conséquences qu'on n'avait pas prévues au départ. Parce que les insectes, en tant que dominant le règne animal sur la Terre, jouent des rôles d'architectes, jouent des rôles d'ingénieurs sur les écosystèmes qu'on ne peut absolument pas négliger. Les espèces survivent ainsi dans une ville qui pourrait, au premier abord, sembler hostile. Elles ont une arme très efficace pour se protéger. On ne les voit pas. Elles vont et viennent par les voies invisibles, sous le bitume. Leur monde, bien qu'ils dépendent de nous, est parallèle au nôtre. Nos cohabitations évoluent sans avoir conscience de la présence de l'autre. Depuis 1985, les scientifiques tentent d'inventorier le nombre d'espèces à Paris. Ils gèrent leur présence en les réintroduisant constamment là où elles ont disparu et régulent ainsi l'équilibre naturel. Afin de sauvegarder certaines espèces, ils sont parfois obligés d'aller jusqu'à installer des hôtels à insectes. Quand on installe un nichoir à insectes ou à oiseaux, c'est qu'on a échoué. Échoué à garder des cavités, que ça peut être dans la roche, dans un mur, dans un bois abîmé ou sain. Donc en l'occurrence, c'est toujours un plus par contre pour communiquer. C'est des nichoirs à chauves-souris, à insectes, à oiseaux. Ça permet vraiment en effet de favoriser la biodiversité parce que ces espèces vont venir s'installer. Et en même temps, par rapport aux usagers, par rapport au public, ça va permettre finalement de leur donner les moyens à eux, qui ont peut-être qu'un simple rebord de fenêtre, un balcon, de créer la même chose chez eux. Si dans vos jardins vous avez des cloportes, eh ben, il faut les garder. C'est comme les vers de terre, c'est un bon signe, un signe de bonne santé des jardins. Et ça participe beaucoup au fonctionnement de cet écosystème. Si on essaye de prendre le problème à l'envers et nous demander à quoi ils servent, on va parler de services écologiques, c'est-à-dire qu'on va dire que les insectes servent à recycler le bois, servent à recycler la matière organique, les excréments, servent à polliniser les fleurs, etc. Donc ils nous servent à quelque chose. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que ce rat est par essence même un grand dévoreur de déchets humains et on considère qu'il joue un rôle extrêmement important sur le recyclage. Beaucoup d'égoutiers pensent qu'effectivement nos égouts seraient constamment bouchés et à récurer si les rats ne faisaient pas leur travail d'éboueurs. C'est un animal que l'on peut ou pas aimer, avec tout le cortège d'idées reçues que l'on a sur cet animal. Néanmoins, dans pas mal de lieux où les pigeons sont alimentés par des usagers en mettant des fois plusieurs dizaines de kilos de graines et autres aliments pour pigeons, ça attire forcément les rats. Et quelque part, heureusement, parce que ces rats limitent aussi toutes ces introductions de dépôts clandestins et limitent également les cadavres qui peuvent se trouver de pigeons et autres espèces. Par rapport à nous, espèces humaines, l'Homo sapiens, en effet, elle peut nous rendre un service. On a essayé d'éradiquer des rats parce qu'on trouvait qu'ils avaient une action néfaste. Et en fait, on s'est aperçu à chaque fois qu'on essayait d'éradiquer des espèces que en fait, ces espèces avaient un rôle de régulation sur autre chose qu'on n'avait pas prévu. Et donc, c'était une erreur. Conscient des changements climatiques et des ressources de notre planète, le monde s'est engagé à veiller à un équilibre acceptable au bénéfice des générations futures. Des accords mondiaux ont été passés sous l'égide de l'ONU. Des objectifs sont fixés pour un monde meilleur. Des experts ont été nommés pour nous éclairer sur la gestion de l'écologie terrestre et maritime. Après l'échec des objectifs fixés, une conférence a eu lieu à Nagoya en 2010. Les nations ont établi la nécessité d'élaborer des chartes internationales en vue de stopper la dangereuse régression de la biodiversité. La biodiversité, c'est avant tout une somme d'espèces qui sont en interaction en permanence. La biodiversité, c'est tout, sauf la stabilité. Je dirais que la biodiversité, c'est le chaos perpétuel. C'est ça qui fait que c'est divers, c'est qu'il y a des contraintes sur l'environnement et qu'on a toujours sur des cohortes d'espèces certaines qui arrivent à s'adapter mieux que d'autres à ces contraintes et à briser des équilibres. C'est une rupture d'équilibre perpétuelle, la biodiversité. Un équilibre auquel contribue à sa façon la famille Fichu. Bien évidemment, nous ne sommes pas en train de vous raconter que la famille Fichu nourrit à elle seule
toutes les espèces parisiennes. Nous faisons tous pareil. Nous sommes tous fichus, à notre manière. Nous contribuons à ce que ces espèces survivent et prolifèrent au cœur de nos villes. Paris grouille et c'est tant mieux.